Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bon alors, Belzébuth, il vient ce cocktail, oui. Ma gorge se dessèche plus vite qu'elle ne devrait. Et tout ça à cause de ta lenteur. C'est pas possible, ça. Je suis pas aidé ici. Bon, c'est pas tout ça. Mais voyons ce qui se passe sur Terre. Ça me changerait les idées. Alors, Barcelone. Non. Rien d'intéressant là-bas aujourd'hui. New York. Bof. Toujours les mêmes petites frappes qui tuent des innocents. C'est d'un ennui, à force. Paris. Ouais, mis à part les manifs qui débordent en émeute et les escroqueries conduisant à des suicides de familles entières, ce pays n'offre plus grand-chose de valable. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi l'image se brouille tout à coup? Astaroth, c'est toi qui as touché à mes appareils de surveillance? Tu sais que je déteste qu'on se serve de mes outils de distraction. Attendez une minute. Mais tous ces visages qui apparaissent sur mes écrans, j'ai l'impression qu'ils me regardent directement. C'est curieux. J'ai l'impression de fixer leur tablette ou leur poste de télévision. Et de me voir. Qu'est-ce qu'il a foutu cet abruti d'Astaroth encore? En même temps, ils n'ont pas l'air d'avoir peur de mon apparence. C'est plutôt plaisant. Je n'ai pas l'habitude de ça. Ah, ça doit être à cause de cette fête d'Halloween. Cette période que j'affectionne particulièrement. Ils doivent croire que c'est une émission spéciale sur laquelle ils sont tombés par hasard. C'est amusant. J'ai bien envie d'en profiter du coup. Et vous qui me regardez, savez-vous qui je suis? Non, je ne suis pas un acteur avec un masque ringard. Ce que vous voyez, c'est mon vrai visage. Enfin, si je puis dire ça comme ça. Ça va sans doute vous sembler étrange, et je dois avouer que moi-même, je ne sais pas trop comment mon débile de sous-fifre s'est débrouillé. Mais visiblement, un couac dans la transmission fait qu'au lieu que ça soit moi uniquement qui puisse voir ce que vous faites, eh bien ça marche désormais dans les deux sens. Passons. Je ne suis pas sûr que vous me croirez véritablement. Mais après tout, qu'importe. Je suis le diable. Oui, j'existe réellement. Je ne suis pas une histoire inventée par des ecclésiastiques désireux de trouver une excuse pour asseoir leur pouvoir auprès de populations naïves. Mais vous savez ce qu'on dit. La plus belle invention du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Je suis assez fier de cette maxime. C'est moi qui l'ai soufflé un jour à un petit auteur, qui s'est empressé de la mettre dans son livre, sans savoir que ce n'était pas son cerveau qui l'avait imaginé. Ça fait partie de mes distractions préférées. Insuffler des idées à des cerveaux sans envergure aucune à la base, pour propager des rumeurs, des fake news, comme vous dites. Et de temps à autre, d'autres petites blagues de ma composition du même style. Enfin bref. Que vous me croyez ou non, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce que je vais bien pouvoir faire de cette opportunité d'avoir un public en direct live, comme on dit. Ça vous dirait du coup d'entendre des histoires particulières pour cette période d'Halloween? Des histoires relatant le destin d'un torturé, qui ont commis l'erreur de suivre mes directives, les faisant bifurquer de la voie qui leur était tracée et les menant droit vers mon royaume, une fois leur trépas arrivé. Oui? Je sens que ça vous intéresse. Je suis le diable, après tout. Je ressens ces choses-là, même avec la distance qui me sépare de vous tous, qui me regardez en ce moment. Je le vois. Vous bavez d'impatience d'avoir la primeur d'histoire que vous n'avez sans doute pas entendu parler. En tout cas, dont vous ne connaissez pas tous les détails. Juste des bribes d'informations relayées dans vos journaux, vos radios ou au travers de vos bulletins d'information télévisés. Bon, ce que je vous propose,
c'est de vous conter des récits empreints de noirceur, sur des personnes à qui j'ai pris plaisir de voler l'horizon qu'ils devaient initialement suivre. J'adore faire ça. C'est, c'est un peu ma manière de me venger de mon cher père qui m'a déchu et envoyé ici. Parce qu'il ne supportait pas que je le contredise. Ce vieil imbécile, il n'a jamais supporté de ne pas être le maillon fort. Du coup, je me délecte de modeler le destin de personnes qui auraient dû, normalement, se rendre au paradis, une fois leur vie sur Terre arrivée à son terme. Vous n'imaginez pas, c'est un de ses pieds d'imaginer le paternel rager parce que je lui ai piqué de ses âmes chéries. Et c'est une de ces âmes volées dont je vais vous raconter le destin ce soir, après que je les ai choisis pour me distraire, en leur faisant suivre un chemin ponctué de faux choix, d'espoir, de rêves, se transformant en désillusion et en profonde détresse. Toutes les personnes dont je vais vous parler ont tout en commun de m'avoir fait confiance, à leur grand regret. Une fois qu'elles eurent compris que je les avais manipulées de bout en bout, en leur faisant miroiter monts et merveilles, en leur affirmant que j'étais en mesure de me servir de leur capacité unique pour changer leur destin, elles sont devenues de véritables loques vivantes. Et cette confiance qu'elles m'ont accordée, elles ont fait toute connaissance de cause, sachant ma nature diabolique que je ne leur ai jamais cachée, dès notre premier contact. Je ne les ai pas forcées à accepter. Ça n'aurait eu aucun intérêt. Moi, ce que j'aime, c'est voir la déchéance d'hommes, de femmes, d'enfants, découvrir par eux-mêmes qu'ils ont fait le mauvais choix et qu'il leur est impossible de revenir en arrière. Il n'y a rien de plus magnifique à mes yeux. Mais trêve de bavardage. Je vois à vos regards que vous mourrez d'impatience d'entendre ces destins tragiques dans leur déroulement. Très bien. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, votre lit, votre sofa, ou tout autre endroit qui vous semblera idéal pour profiter de l'histoire que je vais choisir de vous conter. Versez-vous un verre de vin, allumez le feu de votre cheminée et commençons. Ah, juste une seconde. Belzébuth, il vient ce cocktail, oui? Tu veux me faire crever, déchet sur pattes que tu es? Ah, quand même. Bordel. Et si je le crois pas. Enlève-moi ces bestioles de mon verre. Tu m'énerves de mettre des mouches partout. Tu peux pas mieux les contrôler, non? La prochaine fois, je te plonge dans un bain d'insecticides pendant 3 siècles pour que tu comprennes. C'est pas parce que t'es un des princes de mes enfers que tu peux pas être puni. Excusez-moi, hein, mais cet idiot m'énerve parfois. Bon, où j'en étais? Ah oui, les histoires. Bon, par laquelle je vais commencer? Ah, je sais. Celle-là, vous allez l'adorer. C'est une de mes préférées parmi mes nombreuses victimes. Mélinda. Une simple SDF en apparence, s'étant retrouvée dans la rue à cause de sa famille. Elle avait une voix incroyable, divine, envoûtante, séductrice. Une voix dont elle faisait profiter ses camarades de détresse autour d'un foyer improvisé, avec des bouts de bois piqués sur un chantier proche et ravissant leurs oreilles chaque soir. Une voix qui allait successivement devenir sa lumière, le moyen de sortir de sa condition, avant de précipiter sa chute grâce à mes soins. Cette histoire, je vais lui donner un nom, pour rester dans le ton d'Halloween. Je vais l'appeler la voix du diable. Notre histoire débute il y a 388 ans, en 1635, en plein cœur de Rome. J'étais féru de voyage à l'époque. Il n'y avait pas la technologie dont je dispose de nos jours, et si je voulais trouver des âmes à corrompre, il me fallait me déplacer. Je dois aussi dire que j'étais particulièrement admiratif de l'art italien. Je ne sais plus trop ce qui m'a amené à me rendre à Rome, à vrai dire. J'ai un vague souvenir d'un désir de courroucer un peu plus mon paternel en détournant de sa voix un cardinal ou un proche du pape. Contrairement à ce que les idées reçues vous ont fait croire depuis des siècles,
Il m'est aisé d'entrer dans une église ou un lieu saint. Et je n'ai aucun problème avec les croix ou toutes ces babioles utilisées lors d'exorcismes qui n'ont d'effet que sur mes démons les plus faibles. Enfin bref, passons. Là n'est pas le propos du récit. Je déambulais donc entre la Via Condotti et la Campo dei Fiori quand j'ai entendu une voix proche de la perfection. Un diamant brut vocal enchantant mes oreilles. J'ai beau être le diable et symboliser le mal sous tous ses aspects, le vice, la violence et d'autres formes d'expression humaine, je n'en dédaigne pas les belles choses, bien au contraire. Je vous ai déjà dit que j'aimais l'art italien, et j'étais fanat de l'opéra de l'époque. Ce qu'on appelait l'opéra seria, apanage des castrats. Vous savez, cette catégorie de chanteurs créés par l'église de Rome pour contourner l'interdiction qui était faite aux femmes de chanter dans les lieux consacrés. Leur voix aiguë était souvent apparentée à celle d'un ange. Ce qui est ridicule. Je suis bien placé pour savoir qu'aucun ange ne peut avoir la perfection d'un castrat. Je dirais même que nombre de ceux que j'ai côtoyés avaient vraiment une voix merdique quand ils s'employaient à chanter des cantiques. Ce dont j'avais horreur. Rien de plus détestable que ces lignes que mon père osait appeler des chants divins. Une de ses nombreuses pires créations. Bon, pour revenir à cette voix majestueuse qui charmait mes circuits auditifs diaboliques, je devais savoir à qui elle appartenait. C'était impératif pour moi de connaître qui avait la faculté de faire concurrence à des castrats prestigieux. Farinelli et Caffarelli n'étaient pas encore nés à ce moment, et n'avaient pas encore marqué l'art lyrique de leur empreinte indélébile, telle qu'ils le feraient des années plus tard. Au fond de moi, je sentais que cette voix, quelle que soit la personne en étant dotée, pouvait écraser la concurrence du XVIIe siècle, y compris les plus grandes divas. J'étais certain que cette voix appartenait à une femme d'exception. Ce n'était pas celle d'un jeune castrat s'étant échappé on ne sait comment de l'emprise de son maître. C'est bourreaux légaux qui avaient l'outrecuidance de se désigner en tant que prêtre protecteur de l'enfance. Quelle sinistre plaque! Ce n'étaient que des vils usurpateurs de l'imagerie ecclésiastique qu'ils étaient censés représenter. Ne voyant qu'en ces jeunes enfants à qui ils volaient l'innocence et l'enfance par ces opérations destinées à les transformer en virtuoses lyriques, ni plus ni moins qu'une source future de revenus au service du Vatican, tout comme leur propre diocèse. Et on n'osait désigner moi et mes chers démoiderés comme des monstres. Enfin bref. J'ai suivi à l'oreille cette suave musique orale jusqu'à parvenir au cœur du territoire d'un groupe de démunis, des rejetés de la société réunis au sein d'un microcosme composé d'hommes et de femmes, tous vêtus de haillons n'ayant pas été lavés depuis des semaines, des mois, ou peut-être même plus. Leurs habitats se résumaient à des couvertures étalées sur des pilons de bois, sans doute volés dans un jardin, profitant de l'absence de propriétaires en déplacement. Ou peut-être avaient-ils déjoué la vigilance d'ouvriers, occupés sur le chantier de construction d'une maison dans un quartier proche d'ici. Pour se réchauffer, ils avaient établi un feu de camp érigé à partir de branchages, et alimenté par des affiches et des édits publics arrachés sur des murs. Parmi la population de cette petite communauté figuraient des enfants mitouflés dans les vêtements de leur mère. Mais à vrai dire, je ne m'intéressais pas à cet ensemble représentatif des actions des riches castes de la ville sur une partie de la population. Si je devais m'apitoyer sur toutes les figures de la misère parsemant le monde, je ne mériterais pas le titre de diable. Non, toute cette accumulation de larmoiements ne m'occasionnait aucune pitié ou autre manifestation de cet ordre. En revanche, j'identifiai très vite l'origine de ce pourquoi je m'étais rendu ici, au centre de cette concentration de pauvreté. C'était bien une femme, et son apparence ne se démarquait pas vraiment des autres ères présentes. Elle portait une robe rapiécée à outrance, couvrant tout juste son corps, et un châle autour du cou. Des petits gants de laine décousus, dont les extrémités ouvertes, car dépourvus de tout textile, formaient la maigre protection de ses doigts face au froid environnant. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que cette rencontre s'est déroulée en plein mois de décembre, à une période où les températures étaient les plus basses enregistrées depuis des années au sein de la ville italienne. Malgré la misère ambiante, je voyais nettement des sourires radieux s'afficher sur les visages des personnes entourant cette jeune femme qui ne devait pas dépasser la vingtaine d'années. Elle était debout, positionnée à côté du foyer, formant le centre d'un cercle constitué du reste de cette petite communauté assise autour. Elle était comme une source de chaleur supplémentaire pour ces gens,
dont les yeux s'illuminaient au fur et à mesure que les chants enveloppaient l'assistance. Et cette voix, elle m'a tellement troublé que j'ai bien failli jurer le nom de mon père en l'entendant. Suave, enchanteresse, capable de vous transporter dans une sorte de monde intérieur où plus rien d'autre que ce son ne pourrait exister. J'avais déjà entendu quelques-unes des plus belles voix du monde depuis que j'étais obligé de vivre sur le sol terrestre, à cause de mon père. Et je peux vous assurer que nombre d'entre elles m'ont marqué durablement. Mais aucune ne pouvait rivaliser avec celle de Melinda. Le prénom de cette jeune virtuose, comme j'allais l'apprendre peu de temps après. Très vite, la petite communauté s'est aperçue de ma présence et a braqué ses yeux sur moi. Il faut dire que mon costume chic n'était pas vraiment discret, tout comme mes cheveux bien coiffés et mes chaussures cirées visibles, bien qu'en partie couvertes par la neige alentour. La jeune femme s'est alors arrêtée de chanter, suivant le regard de ceux qui partageaient son quotidien. Voyant son trouble et ne voulant pas qu'elle me prive du délice de sa voix, je m'adressai à elle. « Je vous en prie, ne vous arrêtez pas pour moi. Continuez comme si je n'étais pas là. » Bien qu'interrogative à ma demande, se questionnant sans doute sur mes intentions, elle accéda à celle-ci et reprit son récital privé. Les pouvoirs me permirent de sentir sa gêne à ma présence, en regard de ce que prouvaient ses compagnons. Mais elle continua malgré cela. Je ne pouvais détacher mes yeux de sa faculté à bercer quasiment toutes les personnes autour d'elle, aussi bien physiquement que spirituellement. C'était un spectacle tout aussi fascinant que sa voix elle. Après plus d'une demi-heure supplémentaire de son petit concert privé, je voyais chaque personne se rendre vers ce qui constituait leur foyer, sans doute dans le but de tenter de goûter un sommeil attendu. Seule la jeune cantatrice improvisée se dirigea dans ma direction, dans le but évident de savoir ce qui m'amenait ici. Je pense avec le recul qu'elle devait craindre que je dénonce leur présence en ces lieux, et qu'elle cherchait, en s'avançant dans le but de discuter, à me persuader de renoncer à mes intentions imaginées par son esprit inquiet. Les paroles qu'elle m'adressait alors confirmèrent mes soupçons. Monsieur, je ne sais pas quelles sont vos intentions à notre rencontre. Mais je vous en prie, ne dites rien aux autorités. Je vous en conjure. Je ferai tout ce que vous voudrez, si cela doit permettre à mes amis de rester vivre ici. Ces derniers mots, je crois que ce sont eux qui m'ont fait envisager la suite. Sa volonté de sacrifice, son côté candide, ses yeux pleins de demandes de pitié. Tout ceci a fait ressurgir la part diabolique en moi, qui s'était éteinte le temps qu'elle chantait l'instant d'avant. Au début, je n'avais pas vraiment l'intention de faire d'elle une de mes victimes complaisantes, dans l'unique but de provoquer l'ire de mon père, caché avec mes frères au-delà du monde terrestre. Mais cette piété dont elle faisait preuve m'a fait oublier la séduction première que j'avais ressentie en l'entendant la première fois, alors que je passais dans la rue avoisinante, encore inconscient du destin qui allait suivre une fois que mes pas m'emmèneraient vers elle. J'ai alors retrouvé la lucidité faisant partie de ma nature à cet instant, oubliant le charme qui s'était opéré à mon encontre rien qu'en l'écoutant, et me faisant oublier ce que j'étais, ainsi que la raison de ma présence dans cette ville. J'ai alors souri, ayant retrouvé toute ma mesquinerie native, sachant déjà quel serait mon nouveau jouet, et je lui répondis. « Ne vous inquiétez pas, je n'ai nulle intention de vous dénoncer en quoi que ce soit, soyez-en certaine, mademoiselle. J'ai simplement été subjugué par votre voix. Elle m'a tiré dans cette petite rue, attiré vers votre communauté, vers vous. Et je ne regrette vraiment pas avoir suivi mon instinct, tellement votre récital m'a charmé en tout point. » Elle rougissait, semblant sensible à mes mots, avant de reprendre. Vous m'envoyez ravi. Je suis fort aise que vous ayez pris plaisir à ce petit intermède musical bien simple, en regard des grandes cantatrices qui font la joie des gens de votre condition. Je n'accepte pas que vous vous rabaissiez ainsi. Votre voix surpasse aisément tout ce que j'ai pu entendre jusqu'ici. Je suis prêt à faire de vous la nouvelle étoile des opéras de cette ville si vous daignez bien me suivre et vous libérer de cet endroit indigne de vous. Elle se forçait à sourire. Je sentais un mélange de colère et de satisfaction à mes paroles. Ces gens, ils sont ma famille. Ce lieu, c'est ma maison. Depuis que mes propres parents m'ont renié, c'est tout ce qu'il me reste. Ils sont ceux et celles à n'avoir pas hésité à m'accueillir, me donner un semblant de toit et le peu de nourriture dont ils disposaient. Je ne les considère pas comme indignes, comme vous dites. Sans eux, Dieu seul sait ce que je serais devenue. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous froisser ni manquer de respect à ces gens.
Est-ce que je suis sincère? Vous êtes né pour offrir votre voix divine au grand public. Je peux être votre Pygmalion, vous guider vers la lumière et faire de vous la célébrité que vous méritez d'être. Elle ne disait mot, fixant le sol comme ne sachant pas quoi dire. Puis elle sortait de son silence. C'est très gentil, monsieur. Vraiment. Mais je suis loin d'être ce que vous pensez de moi. Je ne suis qu'une simple fille ayant été jetée à la rue par ses parents, car leur coûtant trop cher. Ne m'en voulez pas de vous dire ça, mais ce ne sont pas les personnes riches et bien élevées qui m'ont permis de survivre jusqu'à présent. Ce sont ces pauvres gens que vous voyez derrière moi, sacrifiant le peu qu'ils avaient pour que je ne figure pas au centre des conversations, pour avoir été retrouvée sans vie au détour d'une rue ou à l'arrière d'une boutique. Je voyais alors l'ouverture recherchée pour asseoir mon emprise sur elle. Vos parents mériteraient les pires supplices pour n'avoir pas su déceler le trésor dans leur foyer à plusieurs niveaux. Et quant à ces gens qui vous ont sauvés, ne serait-il pas justifié de leur prouver votre reconnaissance en les gratifiant des revenus qu'une carrière à l'opéra pourrait vous apporter? Ce serait une manière pour vous de les remercier de ce qu'ils ont fait pour vous. D'un autre côté, vous pourriez amener du bonheur à d'autres par votre voix, en plus de la joie pour moi de vous servir de bienfaiteur. Vous parlez bien, monsieur. C'est indéniable. Et j'avoue être tentée par votre proposition, même si je ne considère n'être qu'une piètre chanteuse. Et encore moins en tant que diva d'opéra. Mais si je vous suis, ils ne pourront plus profiter des récitals que je leur donne chaque soir, leur faisant oublier la misère qui s'est emparée leur quotidien. Ce serait cruel pour eux. Je souriais à nouveau. Le poisson venait de mordre à l'appât. Il ne me restait plus qu'à le ferrer. Je me fais un devoir de faire en sorte que ces gens puissent entendre votre voix à chacune de vos prestations. À l'opéra. Et en bonne place. Ils ne manqueront de rien. Ils auront droit à un logement décent, de la nourriture à profusion. Je m'y engage solennellement. Leur vie entière changera, à condition que vous me permettiez de faire de vous la prochaine diva de Rome. Elle regardait derrière elle, semblant hésitante au choix qu'elle devait faire. Puis elle se retournait à nouveau vers moi. Vous le promettez? Vous ferez vraiment tout ce que vous avez dit si je vous suis? Je n'ai qu'une parole, mademoiselle. Je m'excuse de mon indiscrétion, mais si nous sommes amenés à travailler ensemble, je me dois de vous demander votre prénom. Ce sera plus convivial. En dehors de ça, puis-je considérer que nous avons un accord? Si vous sortez ces gens, ceux et celles qui ont été ma vraie famille bien plus que mes parents ne l'ont été, je suis prête à vous suivre au bout du monde. Je ne suis pas sûre de prétendre à remplir toutes vos attentes, malgré votre conviction évidente, mais je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. En ce qui concerne mon prénom, je me nomme Melinda. Très bien, Melinda. Un prénom ravissant au passage. En ce jour, je scelle notre accord et je m'engage à ce que votre famille ne manque de rien désormais. Il faudra un peu de temps avant de trouver de quoi les loger. Vous n'ignorez pas la difficulté à ce sujet à Rome. Mais cela sera fait dans les meilleurs délais et je me ferai un plaisir de vous informer de l'avancée de cela. Soyez-en certaine. Cette fois, Melinda affichait un vrai sourire, sans crainte aucune, entourée d'une joie non dissimulée. Elle regardait encore les abris de fortune des gens qui lui avaient permis de survivre au froid, à la misère et à la tristesse. Puis elle s'approchait de moi, tendant sa main, telle la nouvelle princesse des théâtres qu'elle allait devenir par mes soins. Je vous suis en ce cas, cher bienfaiteur. Mais dites-moi, je vous ai donné mon prénom, et je ne connais pas le vôtre. Quel est-il? Je souriais, lui baisant prestement la main tendue, puis répondais d'une voix assurée. J'ai bien des noms en ce monde, le diable, Satan, le malin et des dizaines d'autres moins prestigieux. Mais pour éviter de vous perturber, pour vous, ce sera Gabriel Loziano. C'est sous cette appellation que je suis connu dans cette ville. Je voyais alors son visage se blanchir à l'évocation de ma nature. Vous êtes vraiment le diable? Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Je peux comprendre votre scepticisme. Alors, je vais vous prouver ce que je suis. Enfin, juste une partie. Voir l'intégralité de mon corps démoniaque vous ferait plonger dans la folie. Et ce n'est pas ce que je veux. À cet instant, je montrai, comme promis, une infime partie de ce qui me constituait. Mon visage arborait une couleur vermillon,
ce parent d'aspérité similaire aux écailles d'un dragon. Mes yeux montraient des pupilles noires comme les ténèbres, pendant que les cornes enroulées sur elles-mêmes poussaient sur ma tête. Des griffes noires et allongées paraient mes mains, ayant pris la même teinte que mon visage. Je percevais l'air épouvanté de Melinda, qui voyait ses jambes se dérober sous elle, la faisant choir au sol. Pour autant, elle ne cherchait pas à fuir, observant en détail, se pinçant pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je vous en montre plus. Avez-vous changé d'avis, sachant ce que je suis, ou bien êtes-vous toujours prête à me suivre? Melinda se relevait péniblement, se remettant de sa surprise. Je voyais bien une forme de terreur dans ses yeux, mais bien moindre en comparaison d'autres qu'elle ayant vu ma véritable apparence. Sa vie auprès de ses parents indignes était sans doute l'explication de son attitude à mon égard. Elle avait déjà vécu la terreur à l'état brut. De ce fait, ma présence, sachant que je ne lui montrais pas d'intention mauvaise à son égard, n'était pas synonyme d'une peur extrême. Melinda était plus interrogative que véritablement terrorisée. Vous allez me faire signer un pacte? Que mon âme aille en enfer? Je riais de bon cœur à cette demande. Ça, c'est ce que font les démons sous mes ordres. Je ne pratique pas cela. Ceux et celles à qui je fais honneur de proposer mes services, ils le font en toute connaissance de cause. Et je ne leur impose rien. C'est comme une sorte de passe-temps pour moi. J'aime offrir des opportunités et voir l'évolution mentale des personnes en profitant, sans que j'intervienne dans leurs décisions. Je ne fais qu'apporter l'aide dont ils ont besoin pour parvenir à réaliser leurs rêves, leurs envies, leurs passions. Rien de plus. Je ne suis plus si sûre maintenant. Vous êtes le diable. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Je ne la laissais pas finir. Est-ce vraiment si important ce que je suis? N'est-il pas plus primordial d'offrir une nouvelle vie à ces pauvres bourgs qui vous ont servi de famille pendant des années? La vraie question que vous devez vous poser, Melinda, c'est: voulez-vous devenir autre chose que ce que vous êtes actuellement? Voulez-vous être celle qui sortira de la rue vos amis derrière vous? Qu'importe ce que je suis, si je puis vous apporter ce à quoi vous êtes destiné, grâce à votre voix qui enchantera les foules. J'en suis persuadé. Melinda fermait les yeux, respirant une grande bouffée d'air, puis expirait d'un coup, comme si elle extériorisait sa peur de ce que j'étais. Elle rouvrait ses paupières et reprenait. Vous avez raison. Ce qui compte le plus, c'est que ma famille puisse avoir la vie qu'ils méritent. Je leur dois bien ça. Que vous soyez le diable ou quelque chose d'autre. Si vous pouvez changer les choses pour eux, et ceci grâce à moi, cela me convient. Bien, à la bonne heure. Vous faites le bon choix. Je possède 2 petits théâtres à Rome. Ils seront la base de votre future gloire. Et je compte bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous mener à vous produire au prestigieux Teatro dell'Opera di Roma. Prête à vous hisser au sommet, Melinda? Prête, monsieur le diable. Enfin, monsieur Losiana. Et advienne que pourra. Ah non, nous sommes désormais partenaires. Plus de titres pour vous me concernant. Appelez-moi par mon prénom. Elle montrait un sourire discret, légèrement rougissant, pendant que je reprenais ma forme humaine telle qu'elle l'avait vue lors de notre premier contact visuel. Très bien, Gabriel. Il en sera donc ainsi désormais. Ce fut le début d'un périple qui allait la mener à découvrir toutes les facettes de la célébrité, se faisant aspirer par ses méandres les plus sombres, et changeant la petite pauvrette qu'elle était en une figure incontournable de l'opéra à Rome. Le début aussi d'une modification de personnalité chez elle, la transformant psychologiquement, au point de faire disparaître totalement ce qui formait ses traits de caractère d'origine. Gentillesse, compassion, sacrifice de soi, empathie, tout allait fondre comme une gelato en plein soleil, ne laissant que le pire de l'âme humaine en elle, annihilant tous ses principes et lui offrant une place de choix en enfer. La première étape fut de lui offrir une apparence décente et propre à faire d'elle la diva que je lui offrais de devenir. J'ai donc joué de mes relations importantes dans la ville. J'ai ainsi loué les services de Madame Ricatello, la spécialiste en la matière, capable de faire de Melinda une véritable dame des hautes sphères en apparence. Ce n'était pas la première fois que j'avais recours à elle.
Et si je l'avais choisie, c'est aussi parce qu'elle n'ignorait pas ce que j'étais. Nous avions même eu une relation très intime, à une époque plus ancienne, quand elle n'était encore qu'une jeune héritière, venant tout juste d'être mise à la tête de l'empire financier de feu ses parents, tragiquement décédés dans un incendie. Je vous vois venir. Vous pensez sans doute que j'y suis pour quelque chose. Eh bien, pas totalement. Ce genre de basse besogne, c'est plus du domaine de démons inférieurs, pas pour quelqu'un de mon rang. Moi, je n'ai fait qu'apporter les outils et les solutions propres à la jeune Cynthia Ricatello pour obtenir la notoriété qu'elle désirait. Ses parents étant un obstacle à ses aspirations, je suis tombé à point nommé. Et je dois dire qu'elle a montré une certaine dextérité à s'en servir, malgré sa méconnaissance du crime dissimulé, ainsi qu'une faculté certaine dans la comédie, face aux autorités la questionnant sur le drame qu'elle venait de subir. Je pense que c'est en partie à cause de cette aide que Cynthia m'a choisi comme compagnon exclusif une fois obtenu son rang. C'est une des rares femmes humaines pour laquelle j'ai éprouvé un réel plaisir de partager la couche et le quotidien. Et croyez-moi, cela ne m'est pas arrivé souvent. La grande majorité des autres femmes avec qui j'ai eu une aventure n'étaient rien de plus que des amusements passagers. Mais pas Cynthia. Avant même que je la modèle pour en faire une future VIP de mon royaume, elle avait déjà une noirceur profonde en elle. C'est d'ailleurs ça qui m'a attiré. Je n'avais jamais rencontré un être ayant l'âme aussi noire qu'elle. Du coup, je n'ai pas fait grand-chose qui ait réellement modifié ce qu'elle était déjà. Je l'ai juste légèrement accentuée. Avec le temps, elle a acquis une solide réputation de ce qu'aujourd'hui vous appelleriez une spécialiste du relooking. Transformer Melinda fut un jeu d'enfant pour elle. Une fois cette dernière débarrassée de sa crasse et ses haillons, elle s'est révélée avoir un physique très attirant, idéal pour la faire élever dans le firmament de la popularité. Cynthia fut en son temps une excellente cantatrice également, avec son air de gloire. En fait, quand j'ai dit à Melinda que j'avais 2 théâtres, c'était un petit mensonge. Il ne m'appartenait pas vraiment, d'un point de vue administratif en tout cas. Je n'en étais en quelque sorte que le gérant. C'était Cynthia, la vraie propriétaire. Mais elle a toujours tenu à ce que tout ce qui était à elle soit aussi ma possession. Une forme de preuve d'amour. Nous partagions beaucoup de choses. Et même si je voyageais beaucoup, je dois avouer que je revenais souvent à Rome pour elle. Vous connaissez le vieil adage « tous les chemins mènent à Rome ». Eh bien, dans mon cas, c'était on ne peut plus vrai, tellement toutes mes actions me ramenaient systématiquement, à un moment ou à un autre, vers cette ville. Passons. Cynthia s'est occupée personnellement de faire de Melinda une véritable princesse de conte de fées, doublée d'une diva de haut niveau. Elle s'est également chargée d'inscrire cette dernière à son premier opéra en tête d'affiche, une fois que la voix de cette dernière eut atteint une quasi-perfection. Ce qui ne fut pas très difficile à obtenir, vu que Melinda avait déjà ce statut, de mon point de vue. Ce fut un triomphe. Tout le monde était sous le charme de la jeune étoile. Autant de sa voix que de l'apparence de reine de l'opéra que Cynthia lui avait donnée. Les représentations affichaient complet chaque soir, du fait d'un bouche à oreille faramineux et extrêmement flatteur parcourant toute la ville. Très vite, la réputation de cette nouvelle égérie de l'opéra était de toutes les conversations. Et il ne fallut pas longtemps avant que Melinda soit propulsée en vedette du Teatro dell'Opera di Roma, conformément à mes prédictions, où elle a acquis son titre de reine de l'opéra, ouvrant les portes des plus grandes salles d'Italie. C'est à partir de là que le masque de la petite fille candide, toujours prête à offrir son temps et sa gentillesse aux autres, a commencé à se fissurer pour mon plus grand plaisir. Il faut dire que j'ai tout fait pour que cela arrive. Vous vous souvenez de la promesse que je lui avais faite sur sa famille de la rue? Eh bien, en fait, cette dernière n'a jamais vu ses conditions de vie changer. Je parvenais toujours à faire croire à Melinda de l'amélioration de leur quotidien, lui montrant des portraits censés être faits par des artistes peintres connus, où ses anciens amis posaient dans l'intérieur de leurs appartements luxueux. L'emploi du temps de ma petite protégée lui interdisait de pouvoir les voir,
Cynthia s'employant à retenir sa création pour diverses raisons. Elle avait obtenu de celle-ci qu'elle la considère bien plus qu'une confidente ou une amie, ce que toutes les deux étaient au départ, Cynthia suivant mes directives très précises. Elle la considérait comme une sœur. Tout ce que disait ma complice humaine valait comme de l'or aux yeux de Melinda, et à aucun moment elle ne se doutait que les excuses de leçons supplémentaires, pour garder sa voix intacte en la travaillant régulièrement, les petites collations, les soirées pour les admirateurs de la nouvelle diva, n'étaient que des subterfuges pour l'empêcher qu'elle en vienne à voir de plus près sa famille sur leur prétendu lieu de vie paradisiaque. Je me servais de mes pouvoirs pour lui faire croire que cette dernière assistait à chacune de ses représentations. Melinda croyait les voir dans les premiers rangs, habillée richement, comme je lui avais promis. Et bien sûr, ce n'était qu'une illusion qu'elle seule pouvait voir. Ce qu'elle pensait être ses amis de la rue étaient en fait des spectateurs que mon pouvoir revêtait de l'apparence physique voulue, uniquement visible de ses yeux et par personne d'autre. Et quand cette dernière s'étonnait qu'il ne cherche pas à la voir après les représentations, je lui expliquais qu'il m'avait fait part d'autres obligations que de rester auprès d'elle. Les premières fois, elle ne s'est pas offusquée de cette attitude étrange de la part de sa famille d'infortune. Mais au bout d'un certain temps, j'ai senti qu'elle éprouvait une certaine colère à leur égard, trouvant irrespectueux le fait qu'ils évitaient toujours sa compagnie, elle qui avait contribué, avec mon aide, à améliorer leur quotidien, tel qu'elle le pensait. Son succès aidant, sa colère s'est transformée en haine, ne cherchant même plus à savoir où ils habitaient, et déclarant ne plus avoir besoin d'obtenir des informations de leur nouvelle vie. Elle était très remontée contre eux, faisant ressortir cette haine envers ses proches directs. Les costumières, qui, à ses débuts, étaient toujours l'objet de multiples attentions, notamment sous la forme de petits cadeaux offerts généreusement par mon intermédiaire, devenaient peu à peu de simples laquais à son service, qui se devaient de faire attention à ses tenues sans tenir compte de leur fatigue. Elle devenait irascible pour la moindre contrariété. Un thé trop chaud pouvait devenir prétexte à des remontrances à la limite de l'insulte. Un accroc à une robe entraînait des coups, parfois anodins, juste pour souligner que ces servantes, comme elle les appelait désormais, devaient être plus consciencieuses sur leur travail. Et ça causait systématiquement des retenues sur leur salaire, suivies d'une obligation de réparer leurs fautes dans la soirée, sans que ces heures leur soient payées en conséquence. Je me souviens d'une rixe particulièrement violente qui avait vu Cynthia devoir intervenir pour éviter que la costumière en charge des tenues de Melinda ne subisse de lourdes séquelles. Et cela simplement parce qu'elle l'avait piqué avec une aiguille pour réajuster la manche d'une robe. Espèce de petite sotte. Ne vois-tu donc pas clair? À moins que tu l'aies fait exprès pour te venger d'avoir réduit ton salaire ce mois-ci. Non madame, bien sûr que non. Jamais je n'oserais faire une telle chose. Tu mens comme tu respires. Tu crois que je ne sais pas que tu complotes dès que j'ai le dos tourné, disant des méchancetés sur mon compte envers tes amis? Ne mens pas, j'ai mes sources. Quoi? Mais pas du tout. Je n'ai aucunement dit de telles choses sur vous, madame. Il suffit. Tu me traites de menteuse en plus. Cela mérite réparation. Et là, elle s'est mise à la rouer de coups, un griffon au visage, lui tirant les cheveux. Elvina, la costumière, n'osait même pas se défendre, peur sans doute de voir redoubler les attaques de sa patronne. Pour éviter que cela tourne au drame, Cynthia s'est immédiatement interposée, pendant que je me retenais de rire aux éclats devant ce savoureux spectacle. Calme-toi, Melinda. Cette petite ne mérite pas un tel traitement. Tu exagères. Elle a failli me défigurer avec son aiguille. Ce n'est que justice que je fasse de même avec elle. Elle n'a fait que te piquer le bras. Regarde, je ne vois même pas une seule goutte de sang. Tu te mets de son côté? Comment oses-tu? Elle t'a promis quoi pour que tu la défendes honteusement? Tu deviens pénible, Melinda. Elvina n'a rien fait de mal. C'est toi qui es agressif pour tout et n'importe quoi. Cynthia prit Elvina par la main et l'emmena en direction de la porte. Viens, Elvina. Allons soigner tes blessures. Je suis désolée pour ça. Bien, madame. Je suis désolée. Je ne voulais pas être impudente envers ma maîtresse. C'est ça. Emmène-la loin de moi. Je veux plus la voir ici. Les remplaçantes ne manquent pas. Et des biens plus professionnels que cette petite gourde. Cynthia et Elvina partis, je ne pus me retenir.
et laissez-moi rire envahir la pièce. Toi aussi, tu t'y mets? Tu te moques de mon malheur? Vous êtes tous contre moi ces temps-ci? Melinda, désolé, ce n'était pas contre toi. C'est juste que le spectacle était fort burlesque. Tu as bien agi, ne t'en fais pas. Jamais je ne critiquerai tes actes. Là-dessus, elle se calmait, là où même Cynthia avait échoué. Après la représentation, une fois qu'une autre costumière fut dépêchée prestement pour remplacer Elvina afin d'ajuster la robe, j'emmenai Melinda se détendre sur les collines proches. Elle passa une bonne partie de la soirée à maudire Elvina, Cynthia et même les autres interprètes de l'opéra, leur reprochant de ne pas avoir d'intonation en adéquation avec sa voix et gâchant la pièce selon elle, ce qui pouvait lui valoir de mauvais retours auprès de la population locale, et même engranger des pertes financières conséquentes. D'autant que ce soir-là, des hauts magistrats avaient été présents parmi le public. Elle craignait que cela lui nuise. Je la rassurais, tout en cachant mon bonheur intérieur, de voir à quel point et quelle vitesse elle était devenue une personne exécrable, dont j'étais désormais quasiment le seul à céder les frasques. Les rumeurs sur ses accès de colère dépassèrent bientôt l'enceinte des grandes salles. Certains grands noms de la scène refusant même de jouer à ses côtés, arguant du fait qu'elle ne respectait pas les conventions et frappait ses costumières. Ce qui faisait qu'attiser sa haine sur tous ceux qu'elle jugeait ne pas la comprendre ou considérer comme jaloux de son succès, selon ses propres conclusions, de ses attaques gratuites à son encontre. Dans ces moments-là, Melinda avait pour habitude de se rendre à sa propriété située à l'extérieur de Rome pour monter à cheval et faire de longues balades. Cela la calmait. Elle disait que le vent sur son visage, la sensation de vitesse, le toucher du cuir de la selle de son cheval se montraient être les seules choses qui pouvaient lui redonner la sérénité perdue du fait des médisances colportées sur elle de la part de frustries qui n'avaient pas son talent tel qu'elle les désignait. Cependant, ce jour-là, sa colère était telle qu'elle a négligé de vérifier que sa selle était bien fixée avant sa balade. Elle fit une chute violente lors de son périple. Une chute qui entraîna des conséquences désastreuses par la suite. Sa gorge fut touchée et elle perdit toute la beauté de sa voix. Elle pouvait toujours parler, mais ce qui faisait la magie de son chant avait perdu son éclat. Ce fut le début de sa chute, rapide et inexorable. Si, dans un premier temps, elle parvint à repousser certaines dates de prestation dans l'attente d'aller mieux, et espérant que sa voix guérisse, le manque d'amélioration de son état obligea plusieurs directeurs de théâtre à la remplacer par d'autres divas. Ce qui mit Melinda dans une rage folle, n'acceptant pas de voir des interprètes médiocres à ses yeux être choisis à sa place. Ce n'était que le début. Le couperet des médecins fut bientôt unanime. Elle ne pourrait jamais retrouver sa voix d'avant. Ses cordes vocales étaient irrémédiablement abîmées, et aucun remède, aussi miraculeux soit-il, ne pouvait changer ce qu'elle estimait être le fait d'une manœuvre de ses détracteurs. Elle était persuadée que sa chute n'était pas le fruit du hasard, et encore moins de son manque de vigilance envers son matériel équestre. Melinda se rendit dans diverses villes, allant même dans d'autres pays pour trouver des médecins à même de contredire les affirmations des docteurs de Rome. Mais ce fut vain. Elle obtenait la même réponse partout, et bientôt, elle fut proprement évincée de toute représentation, oubliée du grand public qu'il avait érigé tout au sommet des plus grandes divas italiennes. Ne recevant plus d'argent, ses finances baissèrent drastiquement. Melinda était habituée à un train de vie hautement dépensier, et malgré le manque de ressources, elle ne voulait pas changer ses habitudes. Ses rares fidèles, par compassion, venaient aux fêtes somptueuses qu'elle organisait, pour compenser la perte de sa carrière, ce qui était devenu une évidence, aussi bien des professionnels de l'opéra que des simples admirateurs. Mais Melinda n'en démordait pas. Elle restait persuadée qu'un médecin miracle saurait trouver la solution pour lui rendre sa voix. Elle était dans un déni total, et ses faits formaient un non-sens aux yeux de tous. Évidemment, à force de ces fastes, elle finit par tomber dans la déchéance, devant vendre ses biens les uns après les autres pour continuer à vivre décemment, jusqu'au moment où toute sa fortune accumulée durant des années fut dilapidée. C'est à ce moment qu'elle décida de se tourner vers moi. La seule personne à ne pas l'avoir laissé tomber malgré l'effondrement de son aura et de sa carrière. Autant vous dire que mes mots sonnèrent comme un alali quand elle les entendit. Teddy,
Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit après notre accord, la nuit où je t'ai rencontré et que tu as accepté de me suivre? Et ce, bien que connaissant ma nature véritable. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu serais toujours là pour m'apporter de l'aide, pour que je puisse progresser toujours plus et atteindre les sommets. C'est tout à fait ça. Je t'ai dit que je t'aiderais pour monter, car le don de ta voix pouvait te faire obtenir ça. Mais tu n'as plus cette voix. Je peux faire beaucoup de choses, même forcer quelqu'un à tomber amoureux, ou encore amener un cadavre à la vie. Mais il y a un élément que je ne peux pas faire. C'est aller à l'encontre de ce que j'ai prévu. Et t'aider à retrouver ta voix, même si potentiellement je pourrais le faire. Ça ne fait pas partie de notre accord. Mais enfin, Gabriel, pourquoi? Tu disais que tu croyais en moi, que tu voyais dans ma voix un potentiel unique dans le monde de la musique, que je marquerais l'histoire. Tu n'as toujours pas compris. C'était un jeu. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai pas fait signer de contrat, comme le font mes sbires dans plusieurs pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plaisir de voir sombrer quelqu'un par ses propres choix. Et c'est d'autant plus délectable quand il s'agit d'une personne destinée à rejoindre le paradis. Mais je n'ai aucune intention, maintenant que tu es arrivé au bout de ta période d'essai, de t'aider à une seconde chance. L'accord que nous avions était à sens unique, et portait sur ta faculté à faire des choix judicieux qui auraient pu t'apporter ta place au paradis, si tu n'avais pas été obnubilé par tes désirs de gloire et de richesse. Je m'approchai d'elle, plongeant mon regard dans le sien, afin de lui montrer de manière plus significative encore qu'elle ne pourrait plus rien espérer de moi désormais, avant de lui tenir des propos montrant qu'elle devait accepter ce qu'elle-même avait construit, laissant son véritable soi prendre le dessus sur le masque de douceur qu'elle pensait être sa personnalité profonde, mais qui n'était qu'un énorme mensonge, tissé depuis sa naissance, pour ne pas être seule et obtenir l'attention dont elle avait besoin pour se persuader d'exister. Tu es seul responsable de ta déchéance. C'est toi qui as choisi de mépriser ceux qui t'étaient proches. Toi qui as décidé de dilapider ta fortune dans ces soirées à la limite de l'orgiaque. Toi encore qui as voulu faire cette balade à cheval qui t'a coûté ta voix de diva. Estime-toi heureuse de pouvoir encore parler. Tu n'as perdu que ta faculté à chanter. Pour ma part, tu ne m'intéresses plus. Je te laisse réfléchir à ce que tu as fait de ta chance, de ce que tu as fait de tes choix. Ta place est désormais en enfer, quand ta vie sera arrivée à son terme sur Terre. Et je t'y réserve une place privilégiée. Tu l'as bien mérité après tout ce que tu as fait subir à ceux et celles autour de toi. Voyant les larmes naître dans ses yeux, et estimant que je n'avais plus ma place à ses côtés, et surtout jugeant inutile de lui rappeler ce qu'elle était réellement, et qu'elle avait sans doute toujours su au fond d'elle, je détournai mon regard, tournai les talons, et commençai à m'éloigner, tout en continuant de m'adresser à elle. Je te laisse maintenant. J'ai d'autres personnes dans le monde qui ne demandent qu'à avoir ma visite et obtenir les mêmes chances que toi. L'être humain est ainsi fait. Vous avez tous cette noirceur en vous à la naissance. Pour un grand nombre, elle reste tapie à l'intérieur de votre âme, endormie. Mon but, mon objectif, c'est de réveiller cette partie sombre et la ramener à la surface. Une fois que c'est fait, le jeu est terminé, et je passe à une autre proie. Je me retournai une dernière fois, afin de lui signifier mon départ définitif. Dans un dernier souci d'honnêteté envers elle, même si ce mot peut vous sembler anachronique me concernant, je me faisais un devoir de lui annoncer qu'elle ne devait plus entrevoir l'espoir d'un retour en arrière. Adieu, Melinda. Médite bien sur tes actes. Ah, autre chose. Tu peux aller retrouver ta famille de la rue. Elle n'a jamais vu sa vie changer. Oui, j'ai menti sur ça, et sur beaucoup d'autres choses, car c'est ainsi que fonctionne mon jeu. Reste à savoir s'ils t'accepteront à nouveau, maintenant que tu n'as plus cette voix qui leur plaisait tant, et sachant ce qu'il y a réellement au fond de ton cœur. Mais Linda n'avait rien dit. Elle pleurait, effondrée sur l'herbe. On a beau dire, il n'y a rien de plus faible qu'un être humain. Il suffit juste de lui faire croire à l'impensable, de lui faire miroiter une vie idéale, et il tombe irrémédiablement dans le panneau. J'aime ça. J'aime voir leur mine déconfite une fois qu'ils ont compris qu'ils ont eux-mêmes détruit leur vie, sans que j'aie eu à agir directement. Je ne fais que leur apporter les germes
les outils à utiliser pour les mener vers le bord du précipice. Rien d'autre que ça. Oui, juste parfois de petits mensonges, de subterfuges discrets pour m'assurer du bon fonctionnement de mon jeu. Mais c'est à vous de déceler ce que je fais, de comprendre mes pièges disséminés çà et là, de les soustraire de la balance. Si vous êtes suffisamment stupide pour croire tout ce que je dis, ce n'est pas ma faute. Vous êtes seul fautif. Pendant que Melinda se lamentait sur le reste de sa vie, sur ses espoirs perdus, gâchés par elle, je suis reparti vers la ville, en quête de ma prochaine destination, et ma prochaine âme à pervertir. Et voilà, ainsi s'achève cette première histoire. Je vous rassure, après mon départ, Melinda a trouvé le meilleur moyen pour mettre fin à sa tristesse. Elle n'a même pas cherché à retrouver son ancienne famille. Elle a mis fin à sa vie en se jetant du haut des 135 mètres du pont Saint-Ange. Elle n'a pas souffert de ce que je sais. Plus que ce que ses choix lui ont fait faire, en tout cas. Alors, comme promis, je lui ai réservé une place propre à son statut privilégié. Et elle donne du corps à l'ouvrage depuis. Elle martyrise ses petits compagnons comme rarement d'autres le font. Une manière pour elle, sans doute, de se venger de ce qui l'a amené ici. À une époque, je lui ai même proposé de la transformer en démon. Elle a refusé, prétextant qu'elle n'avait pas envie de jouer les colporteurs de contrats et qu'elle préférait continuer à frapper les petites merdes dans les gouffres. Du coup, je l'ai quand même fait évoluer un poste de gardien. Elle reste humaine, mais elle a plus de légitimité pour donner des coups. Ça faisait un peu désordre d'avoir une damnée qui était plus diabolique que les gardiens officiels. Curieusement, elle n'a jamais montré des signes de colère envers moi. Je pense qu'elle en a eu quand je lui ai annoncé l'avoir trompée. Mais après sa mort, une fois atterrée ici, elle a eu le temps de réfléchir au cours des années. D'ailleurs, c'est devenu une vraie star ici parmi les gardiens. Comme quoi, on peut modifier les règles, on ne change pas complètement le destin des humains. Melinda désirait être une star pour aider sa famille. Elle s'est perdue en chemin, car elle était trop faible pour cette voie dans le monde terrestre. Mais elle a gardé cette petite étincelle de vedette. En plus, j'ai été sympa avec elle. Il y a 100 ans de ça, pour son anniversaire, je lui ai rendu sa voix. Maintenant, elle fait comme avant, quand je l'ai rencontrée. Elle chante pour son petit cercle d'admirateurs. Les gardiens, ils sont ravis. Faut dire qu'elle a une voix magnifique. Les damnés apprécient aussi. Ça leur fait un peu oublier les coups qu'elle leur donne quotidiennement, sous les encouragements de mes chers démons. Je vais l'écouter de temps en temps, entre deux de mes jeux. Ça permet de s'occuper un petit peu. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait tard, là. Même pour le diable, faut savoir dire stop. Je sais bien que vous voudriez que je continue avec d'autres histoires. Mais ce genre de petit plaisir, on l'apprécie encore plus quand il est attendu. Alors, je vais vous laisser maintenant. Et... dis donc, Astaroth, tu fais quoi là avec tes outils? Comment ça tu veux réparer? Réparer quoi? Quoi, la transmission? Parce que t'as touché un fil qu'il fallait pas. Alors écoute-moi bien, petit con. Oui, il a l'habitude que je l'appelle comme ça, vous inquiétez pas. Je disais, écoute-moi bien, gros débile. Je te vois encore une fois toucher à ces écrans et au reste, et je t'atomise. C'est bien compris? Oui, je sais que des humains peuvent me voir, mais moi ça me plaît. Et eux, ils adorent quand je leur raconte des histoires. Alors, tu laisses comme c'est, et va plutôt t'occuper de réparer le lit de Lilith. Oui, elle l'a encore cassé. Et que veux-tu? Quand elle s'amuse, elle, c'est pas pour rien. Ah, et avant de partir, dis à cet abruti de Belzébuth de m'amener un autre cocktail. Et sans les mouches! Purée, je sais pas comment je fais pour pas avoir un burn-out avec ces bras cassés. Mais bon,
En même temps, ça fait de l'animation. Sinon, je crois que je m'ennuierai. Allez, maintenant, faut vraiment que je vous laisse. Je vais réfléchir à la prochaine histoire que je vais vous raconter. J'aurais bien une petite idée, mais il faut que je me remémore tous les détails. Ça serait peut-être que vous n'ayez qu'une partie, non? Allez, je vous laisse les humains, et je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai pas donné de titre à l'émission du coup. Alors, tiens, je sais. Le Club des damnés. Ça sonne pas mal. Donc, à très bientôt pour un nouveau conte d'Halloween du Club des damnés.